Bon, Kouro, merci d'être là. Pour répondre à mes questions pour Box Catch. On est à l'école d'entraînement de l'APC. Première fois qu'on t'interviewe, que le média t'interviewe, comme moi je t'interviewe à titre personnel. Donc merci pour ça. Merci à toi. Première question que je vais te poser. Tu es le champion d'APC depuis quelques mois maintenant, depuis le mois de mars. Le catch français est sur une belle hype et l'APC également gagne en prestige. Qu'est-ce que ce titre et ce statut de champion représentent et symbolisent pour toi? À peu près tout, parce que c'est là où j'ai fait mes premiers entraînements, c'est là où j'ai fait mes armes auprès de mes entraîneurs, comme Aigle Blanc par exemple, ou Thiago, Buck, Harlem, Fabio. Donc franchement c'est une immense fierté et pour moi c'est le berceau du catch en France, donc être le représentant de ce berceau, c'est énormément de responsabilité mais aussi de fierté. Donc le fait de pouvoir l'être pour une deuxième fois en plus et pour plus longtemps du coup, contrairement à la première, franchement c'est incroyable, franchement je kiffe de fou. C'est justement ce que j'allais te demander, tu as été champion en 2023 pendant 3 mois, j'allais dire seulement parce que tu as dépassé ces 3 mois là. Les vacances d'été. Voilà. Et qu'est-ce qui change fondamentalement? Quelles sont les différences entre ton premier et ton deuxième règne? Déjà tout, parce que déjà j'ai eu une défense où j'ai réussi déjà et même mon état d'esprit il a changé, il a évolué, je vais pas dire changé mais il a évolué, ma mentalité, même au niveau du physique, le niveau de la présentation et tout, il y a vraiment tout ça qui a changé et pour le bien, donc ça m'a permis de mieux réfléchir à comment est-ce que je me présenterais au moment où je serais champion à nouveau, le fait d'avoir perdu la première fois. Donc franchement là c'est tout ce que j'ai souhaité quand j'étais plus champion et quand je réfléchissais au moment où j'allais le redevenir. Donc c'est vraiment tout ce que je fais là, c'est vraiment tout ce que j'ai souhaité avant. Ça se réalise 2 ans plus tard. C'est ça. Et tu l'as déjà mentionné, évidemment on va en parler, mais ton entraîneur, aussi un de tes coachs, Aigle Blanc, a fait ses adieux à la scène française il n'y a pas longtemps. Avec tes mots, toi Kouro, que symbolise Aigle Blanc à l'échelle du catch français? Pour moi, il représente tout ce qui est l'espoir du catch en France, dans le sens où le potentiel que la scène française elle a, que ce soit je sais pas comment dire, l'énergie, la passion et tout, en fait tout ça elle est concentrée pour moi en une seule personne et cette personne c'est Aigle Blanc. Et je pense que c'est la meilleure personne actuellement qui peut le représenter sur de plus grandes échelles. Donc le fait que il y a eu son départ, certes c'était très rempli de larmes, mais c'était pas des larmes de tristesse en soi, bon peut-être pour certains, mais sinon c'était des larmes de joie et de fierté parce qu'on savait que c'était pas pour une mauvaise chose qu'il partait, mais c'était pour de plus grandes choses. Donc du coup, j'aurais dit ça en quelques mots, c'est ce que son départ a représenté pour nous et on attend juste la suite. Mais on est très positif pour ce qui va arriver. Ouais, on attend la suite aussi, avec impatience. On est assez enthousiaste pour lui de toute façon, évidemment. Est-ce que selon toi, Kouro est le successeur légitime d'Aigle Blanc? Parce qu'on entend le dire, mais est-ce que toi tu oserais le dire ou c'est aux autres de le dire ou comment tu vois le... Je dirais que c'est plus quelque chose... Comment je pourrais expliquer? C'est plus quelque chose que je vais... Alors j'ai pas envie de dire m'approprier, mais que je vais prendre en travaillant. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. En gros, c'est pas un truc où, ok, Aigle il part, ok, Kouro c'est le mec qui l'a entraîné, ça veut dire automatiquement c'est son successeur. Non, c'est son successeur parce qu'il a prouvé qu'il pouvait l'être. C'est pas juste parce qu'il entraînait, ça l'est. Je pense que sinon, Aigle n'aurait pas reconnu le fait qu'on va dire je suis celui qui venait après lui, on va dire entre guillemets. Mais non, il m'a appris à travailler dur pour du coup mériter le fait d'être appelé, que ce soit le numéro 1 français, d'être appelé le successeur ou d'être appelé par autre surnom par la suite. Même m'appeler Monsieur Hype, ça se mérite. C'est pas juste pour faire du style, j'ai travaillé pour m'appeler comme ça. Mais bien sûr, c'est pas inné, c'est pas quelque chose qui était là de base. C'est ça. Bien sûr, enfin, on peut dire que c'était quelque chose qui était là de base, mais mais ouais. Et justement, là, on voit que le catch français est quand même sur une belle pente ascendante depuis quelques années. Toi, tu étais déjà là, il y a 3, 4, 5 ans. Ouais. Où est-ce que tu penses que le catch français sera dans 3-4 ans?
pour moi, le catch en France, dans 3-4 ans, il va être sur le devant de la scène européenne et si possible, on va tout faire pour, mais aussi aux yeux de la scène mondiale, voire même internationale. Pas juste, comme je dis souvent, j'ai pas envie qu'on soit juste sur le devant de la scène que par rapport à l'énergie de notre foule. Parce que, ok, on a le meilleur public au monde, mais je pense que on a aussi les meilleurs catcheurs au monde. C'est juste une question de temps pour que les gens le remarquent et puissent le voir. C'est vraiment juste une question de temps. Donc je pense que 4-5 ans, ça pourrait être suffisant pour que tout le monde le voit. Là, on en a un qui part déjà pour le montrer sur de plus grandes échelles, comme je disais juste avant. Et là, après, ça va suivre. Un petit peu mettre la France au niveau du Royaume-Uni, de l'Angleterre, par exemple. C'est ça, c'est entièrement le but, voire même devant. C'est totalement le but. Et pour centrer un peu sur toi, là, je fais une remarque personnelle. Je trouve que tu dégages en tant que catcheur en France une certaine humilité. Tu es quand même champion, tu as été champion de plusieurs promotions. Tu es aussi champion là en Irlande, à l'OTT, avec Mecca par équipe. Et je trouve que tu dégages une humilité, une certaine accessibilité. Est-ce que tu en as conscience? Est-ce que c'est quelque chose que les gens te disent dans le vestiaire? Est-ce que selon toi, l'humilité, c'est une des clés du succès? Je pense, pour moi, c'est dans ma nature. Alors même à l'extérieur, si quelqu'un vient m'approcher pour discuter avec moi, c'est pas un problème. Du moment qu'il m'approche de manière adaptée et avec de la bienveillance, un minimum de bienveillance. Si je me rends compte, je pense que ça dépend. Je pense que je me rends compte lorsqu'on m'en parle. Genre par exemple là, tu m'en as parlé, c'est sûr que je vais rentrer chez moi et je vais me poser et je vais me dire ouais, c'est vrai, peut-être qu'au niveau de l'humilité, mais je vais pas m'en vanter, genre je vais juste me dire ok, c'est bien, ça veut dire que au moins les gens quand ils discutent avec moi, ils sont à l'aise, ils sont bien, genre il n'y a pas de mauvais ressenti, il n'y a pas de mauvaise ambiance et c'est un truc que je veux pas du tout avoir, que ce soit avec des fans, que ce soit avec des collègues ou même avec les médias ou quoi que ce soit. Et l'humilité, est-ce que c'est aussi une clé pour le succès? Je pense que oui. Je pense que oui, parce que avant même d'être sur un ring, il y a des gens, ils peuvent te voir en dehors, donc ça joue aussi, tu vois. Donc ouais, pour moi c'est très important en tout cas pour moi. Pour moi c'est une clé du succès, mais c'est aussi même une clé pour la vie en général. Okay. C'est un truc hors que dans le catch. Pour moi ça devrait être partout, mais bon, on peut pas tout faire. Et toi, où est-ce que tu te vois dans 3-4 ans? Je pense que j'aimerais pouvoir vivre du catch. J'aimerais bien vivre du catch dans 3-4 ans. Donc du coup, avec le biais d'un contrat. Mais tout hasard, on sait pas. Mais je pense que c'est vraiment être à 100% dans le catch. Genre pas juste en Europe, mais que ce soit aux États-Unis, en Angleterre, vraiment un peu partout. Et pas juste parce qu'on va dire à l'extérieur, j'ai pas encore impacté la scène comme je le voudrais, mais bon, ça va arriver avec le temps. Mais ouais, j'aimerais bien que dans les 3-4 ans à venir, que je puisse vraiment faire partie de la conversation, que ce soit sur la scène mondiale, européenne, etc. Ok, parce que là, au jour d'aujourd'hui, c'est pas encore réaliste d'imaginer que tu puisses vivre du catch complètement. Réaliste, je sais pas, on va dire mitigé, mais c'est pas un truc qui me paraît impossible à faire. Okay. C'est pas impossible à faire, je dirais. C'est un truc qui peut se faire, mais qui demande beaucoup de sacrifice et de travail. Donc je pense que ouais, c'est un truc qui se paiera genre au bout de par exemple 4-5 ans à voir. Vraiment à voir. Mais en tout cas ouais, je me verrais bien vraiment bien établi dans le catch à l'international du coup. C'est plutôt bien parti puisqu'on a appris aujourd'hui même que tu avais fait ta première apparition dans le Quiz 500 pour eux et 398e. Ouais. Comment tu t'es senti quand tu l'as appris? Comment tu l'as appris et qu'est-ce que ça représente pour toi cette place dans ce classement prestigieux? Alors on m'a appelé pour ça. Okay. Alors, on m'a littéralement appelé pour me dire que j'étais dedans parce que j'ai vu les petites stories où on m'identifiait, on me disait ouais, Sikuru il est pas dedans, c'est une dinguerie, tout ça. Je voyais qu'il disait ouais, le résultat il est à 15h. Il n'a pas tort. Au final la personne n'avait pas tort. La personne, je crois que c'était Erwan Fight quelque chose. Merci encore pour la petite story. Mais ouais, en gros, c'était 15h et moi j'étais au sport et tout.
je voulais pas prêter attention. Je me suis dit, si je suis dedans, c'est bien. Si je suis dedans, tranquille. Genre, on fera tout pour être l'année prochaine. Parce que même si c'est basé sur du Kefeb ou quoi que ce soit, c'est kiffant. C'est des trucs que je kiffais quand j'étais plus jeune, quand je regardais mes catcheurs préférés qui étaient dans le PW 500. J'étais en mode, oh, il est premier, trop bien. Ah non, il est cinquième, vas-y, l'année prochaine, il sera premier. Donc je me disais, bon, on va voir. Donc du coup, 15h arrive, on m'appelle et tout, on me dit, ouais. Gros, t'es dedans en plus, tout ça. C'est Reda qui m'a appelé du coup, pour ceux qui le connaissent. Donc Reda, il m'appelle, il me dit, ouais, frérot, t'es dedans. Je dis, ouais, bien sûr, cool. Il me dit, non, t'es dedans. Genre, numéro 398, il m'envoie la capture. Rémi aussi qui m'envoie la capture. Genre, tout le monde m'envoie la photo. Je dis, ah ouais, en fait, je suis vraiment dedans du coup. Et pour moi, c'était, vas-y, je suis dedans, mais il y a juste écrit mon nom avec la liste et vas-y, fin. Et du coup, quand il m'envoie la capture, il y a ma photo, genre on voit ma tête. Ouais. Donc je dis, ah ouais, donc carrément, il y a mon visage. Donc franchement, c'est une fierté. Et c'est un petit kiff aussi pour le petit fan en moi de catch. Et ouais, c'est une fierté pour la France aussi, le fait de pouvoir être dedans avec Aigle, Joseph, même Mike aussi qui fait partie de la scène francophone. On va pas l'oublier. Donc franchement, c'est un pur plaisir. C'est super kiffant. Maintenant, le but c'est de rester dedans et de gravir les échelons maintenant. Grimper, exactement, ouais. Gagner des places. Pour rester juste sur la scène française un petit peu, avec Vox Catch, on a eu l'occasion d'interviewer les membres d'Idolâtrie. On a eu quelques mots avec Ricky Sosa aussi, c'était très intéressant. Et selon toi, qui est la pépite là, qui monte, l'étoile montante, peut-être sous-cotée, qui va monter dans les années à venir dans le catch en France? Tac. Il y en a beaucoup. Hein. Si tu devais garder un nom, même si je sais que c'est compliqué d'en garder un seul, deux, allez. Je suis obligé d'en donner plusieurs. Mais là, les noms qui me viennent en tête, Idolâtrie, on sait déjà. Je pense qu'Idolâtrie, on est tous au courant. Jiju, là, les gens commencent à le voir. Ricky Sosa. Ricky Sosa, pour moi, c'est une bombe à retardement. Pour moi, il y a un moment, il va se retrouver à l'endroit qu'il faut et là, il va exploser. Okay. Moi, je le vois comme ça. Moi, je le verrais comme ça. Il va se retrouver à l'endroit qu'il faut et là, il va exploser. Il y a Meka. Donc, Meka, même si on est en équipe, Meka est en pleine compétition avec moi actuellement. Genre là, il a vraiment les crocs, donc là il est en train de me poursuivre. Donc pareil, lui aussi c'est quelqu'un à surveiller de très très près, à voir si maintenant il arrivera à me dépasser. mais ouais, j'aurais dit tous ces noms-là, Ricky, JGU, Adéléonis, Adéléonis aussi, Suplex République, vraiment tout ce petit groupe-là. Et en fait, c'est sûr que même s'il y en a qu'on va pas citer, il y a un monde où... Enfin, il y a un monde, c'est sûr que ça va arriver. Il y en a, ils vont pop de nulle part. Genre, ils vont pop de nulle part, ils vont juste venir, ils vont être là, genre, d'un coup. Et tu vas dire, ok, bon bah, go. C'est la promesse de Kourou. Il y a des stars françaises qui vont pop à un moment. Ouais, c'est sûr. Moi, j'ai confiance. Moi, j'ai confiance en vous. Mais ouais. Il s'est passé quelques petites choses cet été, du catch en général. Et pour toi, plus personnellement. T'as été à Londres d'abord, pour Forbidden Door. Ouais. Ensuite, on t'a vu aussi, on t'a aperçu à Paris. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu déjà comment tu t'es retrouvé dans la garde royale de l'entrée de Mercedes Moné à Forbidden Door? Alors, j'ai essayé de récupérer une des ceintures. Non, je rigole. Non, 9 là, c'était sûr que j'allais me faire choper par les keufs. Mais non, en fait, tout comme l'année dernière, j'avais eu un contact qui m'avait permis de pouvoir participer en tant que extra du coup à EW. Et là, du coup, cette même personne m'a permis d'y retourner. Et ce qui s'est passé, c'est qu'on nous a dit direct, en gros, aujourd'hui, on a un rôle pour vous tous. C'est que là, vous allez être la garde royale de Mercedes. J'ai dit, B9, ça va être marrant, tout ça. Donc, allons-y, let's go. Donc, on a fait entre 2 à 3 heures de répète pour juste la marche royale et sous la tenue, en tenant le titre d'une certaine manière, en présentant d'une certaine manière. Parfois, pendant la répète, on présentait le titre d'une certaine manière et après, on nous disait non. En fait, on va changer. Les producteurs étaient en mode non, en fait, peut-être si vous faites comme ça. Oh, non, en fait, si vous faites comme ça. Donc, c'était beaucoup de freestyle. Et
Ouais, on a fait l'entrée et tout, c'est super bien placé. Tout le monde était super bien accueillant, tout le monde était bienveillant. Franchement, c'était cool. Le fait même de revoir certains visages qui étaient passés à l'APC. Par exemple, je sais que j'avais discuté un long moment avec Bandido. J'avais revu Bandido, donc ouais, on a discuté pendant très très longtemps parce que je l'avais pas vu depuis, je crois que c'était en 2022 où il est venu. Et il y a beaucoup de choses qui ont changé depuis sa venue. Carrément. Donc on a parlé un peu du beau temps. Je lui disais ce que j'étais devenu. Il me disait qu'il voyait un peu. Pareil, on parlait par rapport à Aigle, comme il avait affronté aussi. Donc on a mentionné tout ça. Il était vraiment content de me voir, tout comme moi j'étais content de me voir. Pareil, j'ai discuté avec Prince Nana, comme ceux qui ont pu voir la photo. Super gentil, super sympa. Qu'on a vu après à la soirée le soir de Switch in Disco. J'ai vraiment parlé un peu avec tout le monde, mais je pense que la meilleure chose qui m'est arrivée ce jour-là, en plus d'avoir fait l'expérience du vestiaire et tout, et de comment se déroule le show du côté de WWE, c'était le fait d'avoir pu déjà la petite photo avec Okada et celle avec Omega, mais en plus de ça, derrière, en fait, j'ai discuté aussi avec Omega, en fait. Ok. Donc ouais, j'avais discuté avec lui, et en fait, j'avais juste demandé comment il avait fait pour être arrivé jusqu'à là où il était actuellement, tout en restant lui-même, tout en restant fidèle à lui, à ses codes, etc. etc. Et il m'a donné que de super bons conseils. On a parlé pendant peut-être 5 minutes, mais c'était 5 minutes vraiment très précieuses pour moi. Et ça m'a fait super plaisir. Et ouais, pareil, j'étais obligé de lui dire à lui, comme j'avais dit à Okada auparavant, que ouais, c'est du coup grâce à ce match qu'ils avaient eu il y a déjà 8 ans que j'avais envie de devenir catcheur. Du coup, c'était pas... Avant c'était juste un rêve, mais quand j'ai vu ce match là, je me suis dit ok, faut que je me jette dedans à tout prix. Donc ouais, le symbole de ce match, il est hyper puissant. Ouais, donc ouais, c'était super important. Donc le fait d'avoir eu ce moment, c'était vraiment magique, j'aurais dit. Et alors côté Clash in Paris, le fait que je sois devenu médecin ce jour-là, c'était vraiment improbable. J'étais pas prêt du tout. T'étais pas tout seul? Ouais, j'avais mon infirmier, j'avais mon aide-soignante Calypso, j'avais toute mon équipe. Donc on était comme dans la série H. C'était la même chose. Donc franchement, c'était vraiment lourd aussi ce jour-là. Tout le monde était vraiment bien accueillant, bienveillant. Roman était vraiment marrant surtout. Okay. Ouais, Roman était très cool. Et ouais, non, franchement, c'était cool ce jour-là. Le fait qu'on était tous ensemble, parce que du coup, du côté AEW, j'étais le seul français. Ouais. Même si je m'entendais avec tous les UK et tous ceux qui étaient là. Mais là, cette fois-ci, on était vraiment entre nous. Donc c'était un peu ce délire de... Ça donnait cette vibe d'être au lycée, genre avec sa bande de potes et juste de faire un taf tous ensemble. Et après, voilà. Et est-ce que quand tu es dans le ring de la WWE, ouais. Je sais que c'est un PLE, que c'est film, etc. Est-ce que tu réalises à ce moment-là quand même ce que c'est, ou t'es focus dans le moment, ou comment ça se passe dans ta tête? J'aurais dit un peu des deux. En fait, quand j'étais dans le ring, j'étais très focus. Mais quand je suis revenu au niveau de quand on faisait le long de la rampe, c'est là où je me suis dit ok, là on me voit pas et tout, donc je peux un peu prêter attention à ce qui se passe autour de moi. Et quand j'ai entendu le bruit des gens et tout, j'ai dit mais en fait c'est incroyable, genre plus de 30 000 personnes qui sont en train de crier et tout, c'est fort. Et même de voir la scène et tout, le stage, c'est vraiment c'est inoubliable pour moi. Une fois que tu sors de ta bulle, c'est... Ouais, ça te fait un choc limite, mais c'était incroyable. Et concernant la WWE, j'ai une petite question, c'est là, gérer la réputation pour certaines raisons qui peuvent être entrepreneuriales, économiques, voire même politiques. La WWE est critiquée par une grande partie du public. Est-ce que ça vient changer pour toi et pour les catcheurs ce goal ultime, ce but ultime de devenir un catcheur de la WWE? Est-ce que ça reste inchangé dans ta tête? Je pense que tout dépend du point de vue des personnes en soi. Genre, par exemple, par rapport à moi, en ce moment, on va dire, ils sont... En fait, ça dépend, ils sont moins axés... J'ai pas envie de dire, ils sont moins axés catch, on va dire. Et on va dire que moi, c'est un peu ma base. Genre, plus divertissement. Ouais, là, ils sont très, très axés divertissement que catch. Et je kiffe le divertissement. The Rock, c'est mon catcheur préféré. Mais par exemple,
The Rock c'est mon catcheur préféré, mais Okada aussi c'est mon catcheur préféré. Genre il y a un mix des deux. Donc quand il y a un mix des deux, c'est là où je me sens. Ouais voilà, c'est moi, genre c'est exactement moi. Donc quand je vois un mix des deux, je suis en mode ok là vous m'avez eu, c'est carré. Donc là vu qu'en ce moment c'est un peu plus axé divertissement, je suis en mode bon vas-y tranquille, on continue de regarder, on sait pas peut-être que demain tout l'ordre peut changer, on sait pas ce qui peut se passer, donc on regarde toujours du coin de l'œil quand même. Peut-être on va regarder autre chose en attendant, mais on regarde toujours du coin de l'œil, voir ce qui se passe, et on sait jamais. Donc par rapport à moi, c'est comme ça que je le vois. Après d'autres, par exemple, s'ils étaient plus axés divertissement, peut-être là, ça va rien changer pour eux. Ouais. Ou s'ils sont axés plus cash, bah, peut-être ça les intéressait même pas de base, donc voilà, ça va rien changer pour eux. Donc vraiment, tout dépend je pense, du style de la personne en fait. Je pense que c'est ça. Et après bah ouais, il y a le côté politique et tout qui s'y joue. Donc pareil, ça dépend aussi du point de vue de la personne. Et ouais en vrai. Tu as mentionné quelques références, voire idoles, Omega, Okada, The Rock. Est-ce que c'est ton triptyque? Est-ce que tu en as d'autres qui sont les catcheurs qui t'ont inspiré, ouais, j'aurais dit c'est mon petit, je sais pas si c'est mon petit top 3, mais c'est ceux qui sont le plus près de moi. Marufuji, Styles, Roderick Strong, Swerve, Adam Page. Vraiment un de mes favoris aussi. Tu vas être content là, il a un bon spot. Ouais, en ce moment, franchement là, je suis au paradis limite. Mais ouais, tous ces gens-là, Bandido c'est un de mes luchadors préférés. Styles, Nakamura, Balor aussi c'est une grosse inspiration. On est vachement sur de l'in-ring. Ouais, tu vois, c'est vraiment le mix, ouais, tu vois. Donc ouais, c'est vraiment mes plus grosses inspi, et c'est eux tous qui font que je suis la personne que je suis aujourd'hui en gros. Et est-ce que tu as eu un moment de discussion avec Swerve justement dans les coulisses à la Forbidden Door, parce que tu as posté des photos avec lui? Est-ce que tu as pu échanger un petit peu avec lui? Alors j'ai plus échangé avec son Prince Nana du coup, et Swerve il était très occupé avec l'événement. Oui, donc on était sur scène avec lui, on s'est super bien amusé, et on avait échangé vite fait en backstage, mais c'était très très rapide, et du coup on a pu prendre de la photo, tout ça. Et ouais, non, c'est surtout avec Nana j'ai échangé le plus. Okay. C'est vraiment Nana qui voulait savoir un peu d'où je venais, parce que je pense il n'y a pas l'étiquette France sur ma tête, tu vois. Donc quand on me voit, on se dit ah c'est quelqu'un de Londres. Donc quand on me demande, je dis non en fait je suis de France. Et là les gens ils disent mais comment ça se fait? Je dis bah non, j'étais dans les alentours, tout ça. Donc ouais, j'ai échangé avec lui, il voulait savoir d'où je venais. Je disais de la PC, qu'on était à Paris, qu'on a eu quelques gens du côté de l'AEW, etc. Donc il s'intéressait un peu plus. Et du coup après on a pris la photo et il s'est intéressé à mon travail. Donc maintenant on est resté en contact en soi. Génial. Donc franchement c'est vraiment bien. Pareil quand je lui avais dit qu'on avait Lashley qui venait la semaine d'après, donc il était en mode ah ouais ok, donc en France vous êtes là on dirait et tout. Je dis ouais donc franchement il y avait même comment il s'appelle, il y avait Kone qui était là, et Kone qui était venu à la PC. Ouais, donc Kone qui était venu à la PC, du coup il a parlé vraiment bien de la PC devant moi, puisqu'il était avec Nana de base. Donc il disait ouais non ils sont chauds là-bas, ils sont vraiment c'est lourd. C'est vraiment lourd et tout, tu devrais t'y intéresser et tout. Ok, super. Ça va être un bon moment forcément de partager avec ces gens-là. Mais justement, tu as pu partager des moments dans le ring avec des gros noms là, cette dernière année. Ouais. J'ai fait un peu le tour. Il y avait des gros noms quand même qui sont sortis. Là récemment, Connor Mills, du coup, quelques week-ends. Il y en a eu d'autres. Il y a eu Leon Slater, LJ Cleary. En 1 contre 1, je reprends la petite liste parce que je triche un peu. Cédric Alexander, en mai dernier, très très bon match, j'ai pu y assister. Merci. Michael Oku, Robbie X, Trevor Lee, tous ces noms sont connus dans le monde du catch. Est-ce qu'il y en a un avec qui tu as préféré travailler parmi ces noms ou... Là, le favori que j'ai en tête, entre... Ouais, moi j'aurais dit ils sont 3. Ok. Alors, il y a Léon. Ouais. Léon, c'était vraiment une expérience folle. Ce jour-là, c'était vraiment fou. Et je pense que c'est un de mes meilleurs moments à la PC. Okay. Il y a des gens qui le décrivent comme étant mon meilleur match, forcément derrière celui que j'ai eu avec Aigle. Le match avec Connor à BZ là, et à PC French Touch. Parce que là, c'était vraiment la fin des 3 matchs du coup de la rivalité, et je pense vraiment on y allait à fond pour celui-là,
Et devant plus de 1000 personnes, c'était vraiment incroyable de pouvoir le faire. Et le troisième, j'aurais dit Michael Oku. Mais vu que ça s'est fini en no contest ce jour-là, du coup, il faudrait que ce match il ait lieu à nouveau pour que je puisse vraiment avoir ma réponse. Ok, on a un challenge déjà. Il y a un match revanche, là, il y a une demande. Donc il faudrait vraiment que je puisse avoir ce match retour pour voir si c'est vraiment un de mes adversaires favoris. Ok. Et l'APC va lancer sa nouvelle saison là, Ouais. 5 octobre, avec New World, un Ouais. nouveau show. Et tu vas encore affronter une grosse tête, un gros visage du milieu, Kevin Knight. Ouais. Comment t'apprends ce nouveau match avec un catcheur qui est signé à l'AEW maintenant? J'ai vraiment hâte de ce match-là. Parce que Kevin Knight, c'est un mec que je regarde depuis quelques temps aussi. J'avais vu ce qu'il faisait quand il était au Japon. Ouais. Et j'avais grave kiffé le style qu'il avait et tout ça. C'était vraiment différent de l'époque. Et même l'équipe qu'il avait avec Kushida. Genre, je kiffais de fou le style qu'ils avaient, la présentation. Et quand j'ai vu débarquer à l'EW, j'étais vraiment content. J'étais en mode ah ouais, lourd et tout. Et même ce qu'il fait avec Mike Bailey, c'est incroyable. Donc. Non, j'ai vraiment hâte de voir ce qui va se passer quand on va se rencontrer sur le ring. Mais c'est sûr que je vais conserver, du coup, ça c'est une évidence. Mais à voir. On va pas être trop confiant non plus. Ou peut-être que si. Mais ouais. Mais non, vraiment, j'ai vraiment hâte de ce match-là et de voir ce qui va se passer. Ça va vraiment être fou cette confrontation. On a déjà 2-3 matchs annoncés. Donc New World, dimanche 5 octobre à 17h au Studio Génie. Comme ça, les gens savent. Les gens sont branchés là. Et ton adversaire de rêve que t'as pas encore pu affronter? Alors là j'en veux un par contre, un seul. Un seul? Ouais, un. Tout à l'heure je t'ai laissé dire plusieurs. Ouais, tu m'as piégé, ouais, là t'en veux qu'un. En vrai c'est évident, mais c'est tellement compliqué de dire un nom, mais j'aurais dit c'est Okada le numéro 1. Ok. Le Dream Match numéro 1 c'est Okada. Ok. Noté. Ouais. Je peux pas tricher, je peux pas dire un nom juste derrière, je peux pas. Essaye, on verra si on garde. Essaye un autre nom. Swerve. Ok, wow, ok. Okada Swerve. Merci pour tes réponses. On va terminer par une petite question-réponse rapide. Ouais. J'en ai 6. Vas-y. Un choix ou l'autre. Ok. Le catch ou les animés manga? Le catch. Saint-Denis ou Nanterre? Aïe Saint-Denis, je suis obligé. WWE ou AEW? Aïe. Actuellement, AEW. Forbidden Door à Londres ou WWE Clash in Paris? Forbidden Door. Catch américain ou catch japonais? Catch japonais. Pas d'hésitation. Et enfin, Aigle Blanc ou Kuro? Ah Kuro. C'est la voix de Kuro. Je suis désolé, pardon, par pitié. Il est obligé. Merci beaucoup. Mais merci à toi. C'était un plaisir. Et puis, on va retrouver ça sur VoxCatch très bientôt. Yes, n'hésitez pas à suivre la page. Bien joué. Merci.